les stéréotypes de genre sont tellement forts. On a la figure du geek dès qu'on parle d'informatique ou de tech, on a cette image en fait très forte qui fait que les jeunes filles déjà au collège, même avant, elles se projettent pas du tout dans cet univers-là. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'accueille aujourd'hui Sophie Comte, cofondatrice de Chut Magazine. Je le fais avec l'onomatopée. Bien, sympa. Bienvenue Bonjour. Sophie. Bonjour, merci. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Chut Magazine, c'est le magazine de la culture numérique. On va faire la petite carte d'identité pour ceux qui ne connaissent pas. Depuis quand existe Chut Magazine et d'où vient le nom ? Alors, Chut existe depuis maintenant 4 ans. On a lancé le premier numéro en 2019, donc oui, 4 ans quand même. Ça commence à faire quelques années en fait. Chut, oui, comme tu l'as bien expliqué, c'est un magazine qui interroge, qui s'intéresse à la culture numérique et qui interroge l'impact qu'ont les technologies dans nos vies. Et donc, pourquoi Chut ? Eh bien, parce que je vais essayer de faire court, mais initialement, j'avais créé un autre projet entrepreneurial avec mon associé qui est toujours là, Aurore Bizica, et toutes les deux, on avait créé une agence qui s'appelait Les Chuchoteuses. Et on avait créé avec cette agence Les Chuchoteuses un univers. Nos clients aimaient bien ce petit mot, Les Chuchoteuses. Et au départ, on s'est dit, on a eu envie de créer un média. Et en parallèle de l'agence, etc. En parallèle de l'agence, voilà. C'est ça. Au départ, c'était plus un projet annexe, disons, pour se faire plaisir. Et on s'est dit, on veut pas que ça soit juste un blog, on veut lui donner un peu plus de place. Donc, on va lui donner un nom. Comme nos clients aiment bien ce nom, Les Chuchoteuses, on a dit, ça, vous avez tiré un peu le fil, on a été chercher, dans le même champ lexical. Ouais. Et on a utilisé Chut. Et en fait, peut-être au départ plutôt par stratégie, positionnement de marque, je te fais peut-être pas rêver avec ça, mais en vrai... En fait, s'appuyer sur votre première communauté, les gens qui vous connaissaient déjà un petit peu, qui étaient un peu embarqués dans l'histoire. On voulait pas lâcher complètement les chuchoteuses, et donc il fallait, rester dans le même univers. Et en fait, Chut, c'est un nom pour nous qui a eu beaucoup de sens parce que on partait de l'idée en créant ce média qu'il y avait une forme d'infobésité digitale, beaucoup de bruit digital comme ça, et on s'est dit, on va dire Chut à ce bruit ambiant, pour prendre le temps de comprendre l'impact du numérique dans nos vies, pour prendre, c'est plutôt un temps de pause en fait, pour questionner, parce qu'il y a toujours cette idée qu'avec la tech tout va très vite, que t'as pas le temps, oui, on te voilà, et puis comme un flot, un courant, un flux continu, que tu reçois en permanence, et donc ça a eu du sens pour nous de dire Chut à ce bruit-là. Une espèce de contre-pied, parce que vous parlez justement de cette culture numérique, mais tout en essayant de prendre le temps, et puis ce contre-pied aussi, c'est le magazine papier. Oui, tout à fait. Donc ça, c'était dès le lancement du projet. Non, c'était pas dès le lancement du projet du tout. C'était au départ comme je disais, un peu un blog, un blog plus quoi, où on faisait quand même beaucoup de contenu. Mais non, au départ, on n'avait pas vocation à être un magazine papier. C'est parce qu'on a... alors là, je rentre dans l'histoire de... Ouais, non, mais c'est intéressant. On reviendra sur les chiffres, un peu la carte d'identité, mais c'est intéressant parce que ça me faisait marrer quelque part de dire un magazine papier sur un média... pure culture numérique, bien sûr, tu te dis, c'est quand même assez rigolo, tu vois. Donc, c'est intéressant de revoir un peu l'histoire. Donc, pourquoi alors ce magazine papier ? On n'y a pas pensé au départ. Alors, on avait on voulait faire autre chose qu'une agence. C'est ça aussi l'idée. C'est qu'il y avait, marre du boulot d'agence. Il y avait un besoin de trouver un autre projet qui ait du sens. Et puis, on avait même pensé à faire un site internet pour les petits commerces. On avait l'idée d'un magazine papier pour les petits commerces. Donc, c'est vrai qu'il y avait quand même... en fait, avec Aurore, on a fait des études de lettres. On a
voilà, une forme d'appétence pour les livres, pour le milieu de l'édition. Et donc, on avait envie d'un magazine papier. Mais bon, quand on a créé Chute, au début, c'était juste, comme je disais, ce blog. Et puis, en fait, on a suivi 2 programmes, mais notamment le premier qui a vraiment changé pour nous tout, qui est Mediastart, oui, c'est ça. Donc un incubateur. Un incubateur. C'est l'incubateur de la ville de Paris, Mediastart. C'est ça, exactement. Ouais. Voilà, Paris & Co. Ouais. Donc on a suivi ce programme dédié aux médias qui nous a permis de vraiment le lancer, de mûrir bien le projet, de concevoir le modèle économique, de découvrir l'univers des médias qu'on connaissait pas. On n'était pas familière de tout ça, même si on avait cette envie-là. Nous, on était plutôt de la com ou de l'édition, mais pas du magazine, du média. Donc on a vraiment pendant cette période-là de presque un an professionnaliser le média. On a découvert comment tout fonctionnait, aussi bien les aides de l'État que comment est-ce qu'on travaille avec les journalistes, tout ce qu'on avait pas soupçonné. Un programme accéléré. Ayant... c'est une vraie industrie. Vous êtes passé chez Creatis aussi, j'ai vu. Oui, c'est ça. Et c'était complémentaire, mais c'est vraiment... C'est d'abord ce premier... Mediastart qui a été vraiment fondateur un peu quelque part dans... C'est à l'issue du programme en mai 2019, donc on se dit mais en fait si on en faisait un magazine papier, et finalement quand on a décidé d'en faire un magazine papier, à ce moment-là il y a eu un effet de lancement, et c'est comme si finalement le média était né avec le magazine papier. Donc c'est peut-être pour ça aussi que tu avais l'impression qu'on a commencé exactement comme ça, parce que en fait on a fait une campagne de financement participatif, et puis on avait peut-être aussi eu ces mois qui ont précédé, où on avait forgé la ligne édito de manière plus conséquente, plus enrichie que ce qu'on pouvait faire avec le blog avant. Et donc là on lance un magazine papier, en plus on le lance sur une thématique forte puisqu'il s'appelle La femme et l'avenir de la tech. Et donc on a affirmé notre positionnement éditorial aussi à ce moment-là, en disant on va parler du numérique, mais on va parler de ça pour toutes et tous, et pour sortir un petit peu des bulles de communauté qu'il y a dans la tech. Si tu veux, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un peu de la même façon qu'il y a des bulles de filtre sur Internet, il y a un peu ça dans la tech. Il y a des startups qui ont préempté le sujet et qui parlent plutôt du côté économique, beaucoup ce côté innovation ou économique qui ressort. T'as les geeks qui vont parler plutôt du côté technique, et puis t'as les grandes entreprises qui parlent de transfo digital. Mais en réalité, c'est des sujets qui concernent absolument tout le monde, qui concernent pas qu'une poignée d'hommes blancs dans des startups ou c'est transversal, et ça doit intéresser tout le monde et tous les sujets. C'est des sujets de société, en fait. Et notamment, ce qu'on a découvert aussi pendant cette période d'incubation, c'est toute cette problématique qu'il y a autour du manque de femmes dans le numérique. Ouais, ça, c'est quelque chose qui est important pour vous, la mise en avant de la parole de la femme. Ça, en clairement... fait... Oui, il y a des chiffres maintenant qu'on commence à entendre un peu plus que ce qu'on entendait en 2019, mais il y a environ 15% de femmes qui travaillent dans la tech. Et quand on sait l'impact que ça a c'est des outils qu'on utilise tous les jours. Donc, c'est des outils qui sont façonnés majoritairement par des hommes aujourd'hui. Et puis, c'est aussi des métiers d'avenir, des métiers rémunérateurs, les métiers de la tech. Et si les femmes en sont absentes, ça contribue aussi aux inégalités, à accentuer les inégalités. Oui, parce que c'est eux qui designent les nouveaux logiciels, les trucs, etc. Donc, il y a une espèce de biais qui se renforce quelque part si on n'en parle pas, quoi. C'est en fait, quand on a commencé à être sensibilisé au sujet, on a découvert, c'est un sujet très intéressant en fait. Dans les années 80, il y avait plus de femmes dans l'informatique qu'il n'y en a aujourd'hui. Il y en a moins maintenant, et on n'arrive pas à faire en sorte qu'il y en ait plus. Et pourtant, il y a plein d'associations qui existent, qui se mobilisent sur le sujet. Il y en a énormément, mais ça ne marche pas. Ça n'a toujours pas d'effet. Alors, pourquoi ? Il y a plein de raisons à ça, mais en partie, le fait est que dans les années 80, en fait, à ce moment-là, l'informatique est devenue c'est là où ça s'est structuré, en fait, où il y a les grandes entreprises Apple, IBM qui arrivent et qui se développent énormément. On a pousser les jeunes, les hommes à se former. À étudier, etc., les écoles d'ingé. Donc, il n'y a pas eu moins de femmes, mais il y a eu plus d'hommes. C'est ça aussi. C'est plutôt que, il y a une arrivée massive d'hommes dans le domaine. Et puis, c'est devenu un enjeu économique fort, un enjeu de pouvoir. Et comme très souvent, en fait, dès qu'il y a un enjeu de pouvoir, les hommes préemptent ce secteur. Donc, c'est ce qui s'est passé avec la tech, avec l'informatique. Maintenant, on parle plus de tech, mais à l'époque, c'était plutôt l'informatique, disons. Et aujourd'hui, en fait, les stéréotypes de genre sont tellement forts
on a la figure du geek dès qu'on parle d'informatique ou de tech, on a cette image en fait très forte qui fait que les jeunes filles déjà au collège, même avant, elles se projettent pas du tout dans cet univers-là, ou très peu. Donc on arrive tellement tard en essayant avec toutes ces associations qui essayent de mobiliser les femmes. Les femmes viennent plus souvent quand elles sont en reconversion. Parce qu'elles sont plus fortes, plus matures, elles savent ce qu'elles veulent et elles ont dépassé un peu les clichés. Elles ont découvert le monde, vraiment ce que c'était ces postes-là, quoi. Exactement. Donc c'est quelque chose qui arrive plus tard. Donc bref, pour nous ça a été étant des femmes qui décident de faire un magazine. Déjà il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont à la tête de médias, plus dans un domaine qui est souvent connoté masculin. Et ben on s'est dit autant affirmer haut et fort notre positionnement. Pour autant, on n'est pas un magazine féminin. C'était ma question suivante. C'est pas un magazine féminin. Ça s'adresse vraiment strictement à tout le monde. Les sujets ce sont pas tous anglais sur la parole de la femme, quoi. Ouais, on aime bien dire qu'on a un magazine féministe, mais pas féminin. Ouais. Donc, c'est des mots qu'on utilise beaucoup en ce moment, mais on est plutôt dans l'inclusion. Voilà, c'est plutôt ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'inclusion. Et alors, ça veut dire qu'aussi c'est toute une démarche qu'on a en termes de réflexion sur l'écriture inclusive, par exemple, ou aussi en termes on va faire toujours attention à ce qui est plus, autant de femmes que d'hommes qui sont interviewés dans nos magazines. On a une rubrique dédiée Women in Tech. Enfin, on fait très attention à ce sujet. D'ailleurs, on fait bientôt un nouveau numéro là-dessus. On a forcément un peu plus de femmes qui nous lisent. On a plutôt 60% de lectrices. Ce qui est pas, ça va, tu vois, c'est pas non plus 90-10. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui nous lisent et qui apprécient. Et justement, en fait, l'idée, c'est de transformer les codes de la tech de l'intérieur et pas de rester dans un entre-soi où on va parler qu'aux femmes, sinon on change rien du tout. Donc c'est aussi pour ça que on est plus, interpellé par cette idée d'inclusion que féminin. Que féminin et de traiter que de ça. Vous êtes combien chez Chute? Je reprends un peu carte d'identité pour cerner. Pour cerner un peu le... Ouais, exactement. Ouais, alors on est... il y a déjà ton associé et toi. Oui, on est maintenant 3 associés. D'accord. Avec Mathéo, on est en tout, on est 6. Après, c'est vraiment l'équipe fixe. Mais sinon, quand on est en création de magazine, en conception, on a un magazine trimestriel. Donc là, on est une 30aine de personnes parce qu'il y a une équipe de 10 journalistes, une équipe d'une dizaine d'illustrateurs et illustratrices, une DA. Il y a un photographe, il y a du monde qui gravite autour de nous et qui est à peu près la même équipe depuis le début, en fait, qui s'est étoffée, hein. On n'était pas aussi nombreux au départ. Mais les premiers sont toujours là, les premiers arrivés sont toujours là, l'équipe reste fidèle au poste. Oui. En termes d'audience, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres, diffusion, où vous en êtes? Alors, on est distribué en kiosque et librairie. On vend beaucoup à l'abonnement grâce aux réseaux sociaux. Ouais. On imprime entre 10 000 et 15 000 exemplaires. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, j'ai dit, par rapport au lectorat, on est plutôt sur 60-40, 60 femmes, 40% hommes. Alors, nous, on adresse ces sujets, encore une fois, on veut sortir un petit peu de ces bulles de la tech, donc on essaye d'élargir un maximum notre communauté. On dit qu'on s'adresse à tous les curieux et curieuses du numérique. Mais forcément, on touche d'abord des personnes qui travaillent dans le domaine. C'est ça. Donc, on a aussi un positionnement un peu B2B, même si on en sort. Enfin, on a, en tout cas, un peu, quand tu dis B2B, plutôt, des professionnels, des prosumeurs, comme on dit. C'est des gens qui sont un peu dans le métier, mais que ça intéresse à titre perso et pro, ces sujets-là. Mais ça peut être aussi bien des graphistes, des rédacteurs, rédactrices freelance, que des entrepreneurs engagés, que des personnes qui travaillent dans des grandes entreprises, dans des fonctions. A priori, le numérique étant partout, vous touchez quand même globalement quasiment tout le monde, quoi. Alors l'idée c'est justement de montrer que ça concerne effectivement tout le monde. Ouais. Donc par la force des choses, effectivement, ton travail c'est assez révélateur de cette transformation. Ouais, c'est clair. Tu t'as parlé d'abonnement, de vente en kiosque. C'est quoi vos principaux canaux de monétisation? Alors
Le kiosque, clairement, c'est compliqué. Je vais pas. Ah non, de toute façon, on le sait chez Mediamarkt, c'est compliqué, t'inquiète. Il y a pas de secret là-dessus. Le kiosque, c'est un besoin de visibilité plutôt que vrai. De rentabilité. Voilà. C'est plutôt dire, on est en kiosque. T'en as besoin pour faire un certain volume, pour être visible, pour exister dans le paysage. Mais c'est ce qui se raconte, à vérifier quand même, hein, mais ce qui se raconte quand même, c'est que t'as 70% d'invendus dans les kiosques, tous médias confondus, et les invendus, ces 70% sont détruits. Ouais. Donc c'est vrai que les kiosques sont en souffrance, clairement. Après, les relais en gare, ça marche bien. Ouais. Ça c'est vraiment une belle vitrine aussi. Les personnes qui prennent le train régulièrement, ça reste les bons moments de lecture. Achètent, de plus en plus ce type de magazine. Après, on a une forme d'intemporalité dans ce qu'on propose, donc on achète aussi beaucoup la collection Chute. Nous, on propose un beau magazine. Ça, c'est en ligne, hein, uniquement. En ligne, ouais. Oui. Quand je parle de collection, on fait des packs, etc. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui les collectionnent vraiment. Ils sont beaux. Alors, je mettrai des couvertures peut-être en photo dans les notes de l'épisode. Puis je vous invite à aller sur le site chute.media. Mais c'est vrai que c'est des beaux objets. C'est des beaux magazines, puisque c'est des trimestriels. La DA est vraiment très belle. Et comme tu le dis, c'est un peu des sujets qui, même dans 1 an, 2 ans, sont toujours d'actualité pour certains. Ouais. C'est vrai que la DA pour nous est hyper importante. Encore une fois, je vais revenir sur cette histoire de geek, etc. Ouais. Mais c'est vrai que la tech, la façon dont c'est traité visuellement, c'est souvent très froid, désincarné, robotisé, déshumanisé, gris, métallisé, tout ça, quoi. Et en fait, nous, on prend vraiment le contre-pied inverse et on dit, nous, on met vraiment quelque chose de très coloré, très pop, très vivant, justement pour casser les codes de la tech et pour donner envie à n'importe qui de s'y intéresser. Et donc, à chaque fois, on a un gros travail, effectivement, une grosse réflexion sur la couve, le style, tout ce qu'on va apporter au niveau graphique est hyper important et aussi important que le contenu pour nous, parce que c'est une façon d'entrer dedans, et souvent c'est ce qu'on nous dit d'ailleurs, nos lectrices et nos lecteurs nous disent j'ai vu le magazine, je l'ai trouvé beau, et en plus je l'ai trouvé intéressant, donc c'était bien. C'est fou, non mais c'est vrai que c'est intéressant, c'est-à-dire que quand même les gens découvrent aussi dans des relais, etc. Donc attirer l'attention par une belle couverture, et si en plus derrière le contenu est bon, c'est gagné. Mais donc t'as un vrai enjeu quand même aussi d'avoir une couverture qui attire l'œil, qui marche bien, etc. C'est pas juste pour se faire plaisir, quoi. Et encore une fois, on peut trouver l'ADA un peu féminine, entre guillemets, mais c'est clairement assumé, et pourquoi pas, et d'ailleurs ça plaît autant aux hommes, donc c'est très bien, mais c'est vrai que voilà, il y a quelque chose de très coloré. Alors le dernier est dans les roses, mais en même temps le rose-violet, c'est très tendance en plus. Hein. Bah oui. Je vois plein de mecs avec des shorts roses en ce moment, donc c'est bien dans l'air du temps. Vous faites du brand content aussi ? Oui. Bah, notre modèle économique est diversifié, comme on dit dans les médias. Donc, une partie de nos revenus viennent des ventes, mais d'autres par ce qu'on appelle du brand content. Nous, on fait des partenariats édito. Dans chaque numéro de Chute, il y a pas plus de 10 pages consacrées à ces partenariats, avec des partenaires qui nous suivent à l'année. Donc ça, c'est super. Ça va être un acteur comme Inria, on a aussi Orange, on a aussi La Poste. Donc on essaye de mettre en place ces collaborations plutôt pérennes sur la durée, et avec du contenu engagé qui a du sens pour nos lecteurs et nos lectrices, et sans tromper personne. Que vous faites, c'est la même équipe rédac que... C'est nous, c'est nous qui les produisons. Cool. Oui. C'est bien, au moins il y a une cohérence clairement une cohérence dans le contenu. Tu parlais un peu des kiosques, juste pour revenir rapidement, quel impact ça a eu pour vous la crise du papier ? Alors c'est sur un trimestriel, donc peut-être un peu moindre, je sais pas, vous avez pris ça de plein fouet, ça vous a fait une claque, vous l'aviez un peu anticipé ? On l'avait pas anticipé. Pas à ce point, je pense. Évidemment, c'est problématique. Ouais. Ça a vraiment, ça a plus que doublé. C'est très cher maintenant le papier. Vous avez augmenté votre prix pour autant ? Non, mais on y pense là justement. Ouais. On est en train de voir ce qu'on va faire bientôt. Ouais. Non, mais en fait, oui, ça a un impact. Mais comme on a développé un autre magazine en parallèle qui prend bien, on le sent moins. C'est pour ça que c'est hyper important justement d'avoir un modèle économique diversifié aujourd'hui, qu'on avait anticipé tout de suite en fait dès le départ. C'est hyper. Comme on avait déjà créé une entreprise, on s'est dit
on a tout de suite réfléchi à ce modèle économique et que tout ne repose pas sur les ventes. Et donc on a d'autres sources de revenus. On a parlé de brand content, mais on fait aussi des événements pour lesquels on va en parler tout de suite après de diversification. Je dis ça parce qu'effectivement il y a eu pendant l'été les difficultés de 4 revues, du groupe 4 revues, 21, etc. Tu vois, qui je pense n'était pas autant diversifié sur le modèle, et effectivement qui se prennent ça un peu en pleine face, et c'est très compliqué, quoi. Moi j'arrive pas à me rendre compte, parce que le problème c'est que créer un magazine papier de toute façon ça a un coût important. C'est pas facile. C'est vraiment pas un modèle économique facile. Mais bon, moi je ne fais que ça, donc à chaque fois j'ai tendance à me dire c'est vrai que c'est dur, mais il y a certainement d'autres business tout aussi difficiles. Mais c'en est un particulièrement parce que voilà, déjà initialement on le sait, c'est un coût important. Et c'est toujours pour nous, c'est compliqué d'aller chercher de l'autre côté les revenus qui vont permettre d'être à l'équilibre. Donc on est très actif. Déjà être à l'équilibre sur le papier, et puis après aller gagner de l'argent sur le reste. Voilà, c'est ça. C'est toujours une course pour nous depuis le début. Ça n'a jamais été facile en fait. Mais pour autant on y arrive. Donc on s'accroche et voilà, on a réussi à dépasser le truc. Mais c'est vrai que un magazine papier comme Chute avec 100 pages comme ça, avec imprimé en France. C'est imprimé en France. C'est imprimé en France. Chez qui? Alors là, on est chez, on a changé plusieurs fois d'imprimeur. On a été chez Cloître et maintenant on est chez Dupliprint. Bon, voilà, ça change, ça a changé de temps en temps. C'est bien, je sais que c'est dur d'imprimer en France des magazines. Ça peut être tentant de faire. Ah bah oui, mais ouais, on essaie de faire des choses de manière correcte, voilà. On essaie de faire les choses bien, comme on peut, et du coup, c'est depuis le début, voilà, je le sais que c'est pas facile. Donc, moi, je vois. Moi, t'as pas eu la découverte que c'était vraiment très compliqué, tu le savais, dès le départ. On l'a dit, la ligne éditoriale, c'est donc documenter, comprendre les impacts des nouvelles technologies, mettre en valeur la parole des femmes, ça on l'a dit aussi, qui travaillent dans le secteur numérique. Comment est-ce que vous distinguez parce que dit comme ça peut faire penser à des Ouzbek Erika, ADN, etc. Comment vous distinguez de ces magazines? Alors, c'est vrai que quand on parle de tech, souvent, on a tendance à voir le côté plutôt futuriste. Prospective. Anticipation. Voilà. Nous, on aime bien dire que ce qui nous intéresse, c'est le présent. C'est la façon dont ça change notre vie aujourd'hui. À toutes et tous. Encore une fois, c'est une volonté vraiment de faire de la pédagogie autour de ces sujets. Donc, de pas aller forcément sur quelque chose de très élitiste, mais voilà, on essaie de trouver un juste équilibre entre la pédagogie et l'expertise, pour que ça soit compréhensible un maximum, vulgarisé dans le bon sens du terme. Voilà, après avec une expérience de lecture encore une fois très très visuelle, très graphique, qui est hyper importante pour nous. Donc comment on se différencie? On se différencie parce que on a ce côté d'élargir au maximum, d'amener ces sujets hors de certaines cases, quoi, de montrer que à chaque fois en fait le principe c'est qu'on prend une grande thématique de société. Donc on a parlé de l'amour, on a parlé du travail, on a parlé d'écologie, on a parlé de l'énergie, on a parlé du temps. Donc il y a toujours une thématique principale toujours une grande thématique de société dans lequel tout le monde peut se reconnaître en fait. Et là, on a étudié. Ça confine presque à la philosophie parfois. D'ailleurs, maintenant, on a une rubrique philo aussi. Mais par exemple, on a fait un numéro sur le temps. Temps suspend ton scroll. Et justement, on parlait aujourd'hui de faire un magazine papier sur le numérique. Ça, pour nous, il y a toujours eu cette réflexion sur le temps avec le magazine papier, parce que on est sorti un petit peu de ce moment, cette époque où on a cru que tout allait être digital. Non, tout peut pas être digital, c'est pas possible. Et en fait, on se rend compte que on a besoin à nouveau d'expériences tangibles, d'expériences sur papier, parce que ça crée autre chose. Et donc, faire un magazine papier, c'est offrir une autre temporalité. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a amené tout ce questionnement sur le temps, la façon dont
cette injonction qu'on a de répondre tout le temps, de façon immédiate, ces notifications, etc., cette course effrénée au temps. Dans les startups, il y a toujours aussi tout ce champ lexical autour du temps. Bien sûr, il faut aller encore plus vite. C'est une espèce de course, c'est ça, la croissance, l'hypercroissance, la vitesse d'un sprint. Voilà, c'est ça, c'est qu'on fait des sprints, etc. Il y a vraiment tout cet univers qui est en fait très lié finalement à la financiarisation de l'économie. Enfin, il faut créer le besoin, il faut aller vite parce que il faut montrer à des potentiels investisseurs que ils vont avoir un retour sur investissement. Donc il y a tout ce vocabulaire et tout cet imaginaire autour de la vitesse et qui nous contamine en fait au quotidien. Qu'on ramène à la maison. Qu'on ramène chez soi, voilà, et avec aussi cet espace des GAFAM qui nous prennent notre temps, qui nous le volent parfois, qui volent notre attention. Avec l'économie de l'attention, c'est ça. Et donc c'est aussi une façon de s'extraire de cette on n'est pas obligé d'être là-dedans en fait. Enfin, on s'y sent souvent sortir de la matrice un peu. Voilà, c'est ça. Le temps d'une lecture, le temps d'un voyage. On prend ça dans son relais. Exactement. Et donc voilà, donc c'est pour répondre à tout ça. Donc la question était, c'est comme ça que vous distinguez d'un Ouzbek. Je sais pas si ça répond bien à la question. Si tu y as répondu au début, en tout cas vous êtes dans le présent. Et justement le présent, c'est prendre aussi le temps, etc. D'être dans le présent. Donc si ça répondait bien à la question. C'est presque une invitation à la déconnexion. Ouais, clairement. Et c'est marrant, encore une fois, ce truc de culture numérique, mais qui invite tout le temps un peu à la déconnexion. Ça parle à tout le monde. En tout cas, moi, ça me parle, évidemment. Je pense que quand on revient de vacances et qu'on a fait un petit peu une pause d'écran, on se rend compte mieux de ça, en fait, de cette, d'un seul coup, on a pu respirer, on a pu couper un peu son téléphone et lire sur du papier. C'est vraiment d'un seul coup rentrer dans une forme d'intemporalité dont on a besoin en fait, de couper, de concentration aussi. C'est ça. C'est bon pour le cerveau. Ouais, il paraît. Vos articles, donc c'est des reportages, des interviews, des enquêtes. Et récemment, vous avez lancé Chute Radio. Pourquoi ? C'est toujours dans cette idée de diversification ou l'envie encore d'explorer de nouveaux territoires ? Oui, un peu tout ça. En fait, dès le départ, on avait dès notre premier numéro, on a mis des QR codes dans notre magazine avec ce qu'on a appelé des articles sonores, qui sont en fait justement une autre façon de découvrir nos contenus. On aurait voulu finalement, mais on l'a pas fait, mais que tous nos articles soient également disponibles au format sonore pour proposer plus d'accessibilité à nos contenus. Et puis bon, finalement, on n'a pas tout fait, certainement faute de moyens entre autres, mais on en a fait quelques-uns comme ça, voilà. Et au départ, c'était les articles sonores de Chute qui sont maintenant aussi bien des entretiens que des articles qu'on va lire nous. Donc c'est pas fait par une machine, hein, c'est vraiment lu par des journalistes. Des humains. Voilà. Et puis chemin faisant, on a créé d'autres podcasts. Parce que ça s'est présenté et puis que on a pu développer un podcast qui s'appelle La Puce à l'oreille, qui est un podcast qui reprend des gros mots de la tech, ce qu'on appelle les gros mots de la tech, tous ces anglicismes, tous ces mots comme deep learning, machine learning qu'on entend à longueur de temps. Ces acronymes. Et qu'est-ce que ça veut dire, voilà. Et donc de faire un peu de pédagogie autour de ces sujets de façon ludique, pédagogique. Et ça s'y prête bien là, les podcasts aussi là-dessus. Ouais. Autre projet, puisqu'on est un peu dans la diversification, t'en as parlé tout à l'heure, vous avez lancé un autre magazine, Chute Explore, donc un magazine alors pour les ados, on en parlait, est-ce que c'est pour les ados, quel âge, tu vas nous raconter ça, c'est quelque chose d'assez récent que vous avez lancé il y a 6 mois, vous l'avez fait financer par un crowdfunding, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, ça fait un petit moment qu'on a ce projet dans les cartons et ça y est, enfin, il a vu le jour cette année. Chute Explore, donc le magazine de la culture numérique pour les ados. Alors, la vraie histoire de départ, c'est que nous, parents, on s'est dit, waouh, nos enfants grandissent, on parle beaucoup de tech et de numérique, mais eux aussi sont concernés, et peut-être même plus que tout le monde, parce que en fait, quand tu regardes les chiffres, mais c'est 10 ans la moyenne d'âge du premier téléphone, quoi. Donc c'est hallucinant. C'est l'entrée en 6e, je suis passé. C'est ça, exactement. Bah moi, pareil, je suis en plein dedans là, et ça y est, le téléphone est arrivé à la maison, c'est vrai. En plus, il y a une forme de pression sociale maintenant. C'est parce terrible. Que, en fait, tout le monde... Si ton enfant n'a pas de téléphone en 6e, il a regardé, t'as l'impression d'être un mauvais parent, quoi. C'est ça. Plus, et alors là, c'est une aparté, mais c'est pas grave, mais
Alors moi, j'avais la pression un peu de ma femme qui était un peu en stress et se dit, si elle a un téléphone, on pourra la joindre. Tu vois, il y a ce côté fait où en fait on est contre le téléphone, mais en fait on est content qu'on puisse la joindre, etc. Et en fait donc on lui donne cet accès à Internet illimité d'un coup du jour au lendemain, quoi. C'est ça, c'est vraiment pas simple aujourd'hui d'être aussi parent de ces jeunes et en fait tu te rends compte aussi effectivement que la plupart des parents ils utilisent cette comment dire je pense qu'ils se rassurent en disant cette excuse pour j'ai pas eu le choix, c'est plus simple parce qu'il rentre tout seul maintenant, donc tu le transformes en quelque chose de positif parce que c'est une façon d'autonomiser ton enfant et déculpabiliser, et donc tu déculpabilises comme ça, non mais attends, c'est juste pour ça, comme ça il nous prévient, c'est super. Mais c'est vrai que en fait c'est une pression sociale qui s'exerce et que t'as pas vraiment le choix quelque part. Et puis qu'on est complètement déshabitués nous-mêmes on sait plus comment faire si t'as oublié ton téléphone et que tu peux pas joindre les gens, t'es complètement perdu. Donc c'est pareil pour ton enfant effectivement qui va rentrer tout seul parce que c'est comme ça que ça se passe au collège. C'est c'est ça. C'est les premiers, c'est ça. Donc voilà, et donc ce qu'on voit aussi, c'est qu'en tant que parent, c'est très compliqué. Parce que les parents sont démunis, en fait. On entend parler de cyberharcèlement, ça fait super peur. Et pour cause, quand même. On vient encore d'apprendre le décès d'un jeune garçon de 15 ans. C'est terrible. C'est vraiment des sujets, l'impact qu'ont les réseaux sociaux sur les jeunes filles, Instagram, qui crée ce phénomène de dysmorphie parce que les jeunes filles se reconnaissent pas, utilisent des filtres, etc. Et puis voient que des femmes qui seraient parfaites, ou selon certains canons de beauté. C'est ça. Donc et puis en même temps, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un peu la cour de récré. Tout le monde, il se passe une autre vie sur les réseaux sociaux, mais qui est un prolongement de la vie au collège. Et voilà, comment est-ce que pour nous, on s'est dit, mais il y a vraiment quelque chose de très important, surtout à ce moment-là, finalement, tu peux, en parlant avec du numérique, des pratiques des ados, tu peux amener les adultes aussi, les parents et les ados à en discuter entre eux. Et c'est ça qui est intéressant. On a imaginé ce format comme ça, en fait. Créer la discussion. Voilà, créer le dialogue. Parce que en plus, t'ajoutes à ça que à cette période-là de l'adolescence, on a tendance, les ados, certains peuvent avoir tendance à se renfermer sur eux-mêmes ou à rejeter les parents, parce qu'ils grandissent, etc. Et donc, on peut se dire, mon gosse, il est sur TikTok toute la journée en train de scroller, il fait que des trucs débiles. C'est peut-être pas le cas, en partie. Ou nous aussi, on fait on a ce genre de comportement comme ça, voilà. Et donc, on a tendance à s'éloigner encore plus. L'écran crée encore une fois une barrière finalement entre l'ado et son parent. Et donc, on a à nouveau pris le parti de faire un magazine papier là-dessus. Alors oui, ça peut paraître un peu étonnant de dire on va proposer du papier aux ados alors qu'en fait, ils passent leur temps sur leur téléphone. Mais on a pris le risque, disons, parce que on se dit qu'on parle de leur pratique déjà. On parle de ce qui les intéresse aujourd'hui. Normalement, les sujets les interpellent. Normalement, c'est des sujets qui les interpellent. Ensuite, on l'a conçu évidemment pour une lecture agréable pour les ados, c'est-à-dire des contenus qui soient quand même pas trop longs, toujours ce graphisme très poussé, très graphique, coloré. Voilà, qui est plutôt sympa et dans l'air du temps. On fait de notre mieux pour ça, en tout cas, pour que ça donne envie. Des contenus aussi, l'idée, c'est de parler de tech et de numérique, encore une fois, de sujets de société. Donc, par exemple, on s'adresse aussi aux filles là-dedans. On a des fiches métiers où on met en avant des jeunes filles qui travaillent, par exemple, dans la cybersécurité. On a aussi des contenus sur le body positive. Encore une fois, ça, c'est des choses qui touchent les jeunes filles. Donc, on essaye, de penser, de montrer à quel point le numérique infuse aussi pour eux, pareil, de la même façon que pour nous adultes, ça a un impact dans nos vies, dans tous les champs de nos vies, c'est pareil pour eux. Et puis alors du coup, on amène ce qu'on dit nous de l'éducation au numérique. Aujourd'hui, dans les collèges, on parle beaucoup d'éducation aux médias, justement pour que les jeunes apprendre aux jeunes comment on s'informe en ligne, etc. Il y a des actions qui sont faites là-dessus, des grandes journées d'éducation aux médias. Ouais, il y a ça, il y a l'APEM, aussi une association pour l'éducation aux médias. Il y a des choses qui sont faites. Il y a des choses qui sont faites. Nous, ce qu'on dit, mais pas sur le numérique. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait qu'il y ait finalement des cours d'éducation au numérique.
quand ça a un tel impact sur la société, parler que d'éducation média, ça nous paraît un peu encore trop juste en fait. Ouais. C'est bien, mais il y a autre chose. En fait, il en faudrait plus. On peut c'est très bien de leur apprendre comment s'informer en ligne, mais c'est aussi très bien de leur apprendre comment fonctionnent les algorithmes. C'est bien. Enfin, il y a des cours de code, il y a plein de choses, mais voilà, on pourrait regrouper tout ça sous ce qu'on appellerait de l'éducation au numérique. Nous-mêmes, on propose finalement ces contenus aussi pour les cours de français. On fait un concours d'écriture dans chaque numéro de Chute Explore où on va proposer aux ados d'écrire sur la thématique qu'on développe. Par exemple, là, le premier numéro, c'était la vie en reel. Donc, on a proposé aux ados de prendre la parole là-dessus, de nous envoyer un texte de fiction. Et ce texte de fiction, la gagnante ou le gagnant voit son texte publié dans la revue et même illustré. Puisqu'il y a un grand poster, une illustration poster au dos qui se rapporte en fait à la nouvelle gagnante, au texte de fiction qui a gagné. Et donc ça, c'est des choses qui peuvent être faites en cours de français. Ouais, bien sûr. Donc finalement, c'est aussi une façon de montrer à quel point ça infuse dans toute notre société. Et d'ailleurs, en parlant de cours de français, ce magazine il est disponible aussi avec une version, une fiche pédagogique qu'on propose gratuitement. Qui permet à l'enseignant de s'emparer qui permet de faire un cours à partir du magazine. Et cool, donc c'est aussi pour ça qu'on l'a imaginé papier. C'est parce que c'est un magazine qui se déplie. Pour le coup, c'est un peu il a été alors c'est pas le même pliage, mais si tu vois le 1, c'est un peu pour dans que les gens ça se lit un peu dans tous les sens et ça se déplie au final dans un grand poster. Exactement, voilà, c'est qu'une page finalement qui est pliée pour que ça fasse un 15 ou 16 pages. Et le principe, c'est que comme tu peux justement le déplier, tout le monde peut se mettre autour de la table et regarder. Tu peux donc le proposer en cours dans les collèges, mais aussi dans les familles. Les parents et leurs ados peuvent se retrouver autour du magazine pour en discuter. Et ça, vous avez mis ça en place comment, concrètement ? C'est-à-dire que si je trouve ça cool, je sais c'est à ma fille d'aller proposer ça à sa prof, ou vous êtes rapproché d'associations ou du ministère de la Culture, enfin de l'Éducation plutôt en l'occurrence ? Ouais, tout à fait. Alors, c'est à cet âge-là de la vie des enfants, c'est encore les parents qui sont prescripteurs. C'est eux qui vont acheter pour leurs ados. Donc, il y a toute notre communauté chute de lecteurs et lectrices qui sont parents d'ados qui potentiellement l'ont acheté. Voilà, il y a déjà, on a travaillé cette base-là. Et puis ensuite, on a déjà beaucoup de CDI dans les collèges et lycées. Alors, surtout dans les lycées, en fait. Qui est abonné à Chute et donc qui s'abonne aussi à Chute Explore quand il y a des collèges. En vrai, même, je te disais, l'histoire, c'est que nous, en tant que parents, on a fait ce constat, mais il n'y a pas que ça. C'était aussi que Chute est pas mal distribué dans les lycées, comme je disais, et les collèges nous l'ont demandé et l'ont trouvé trop pointu. D'accord. Mais ils nous ont dit, si vous faites quelque chose pour les collégiens, ça nous intéresse. Un petit peu plus simple, ça nous intéresse. Ça nous intéresse parce qu'on n'a pas assez de support pédagogique sur le sujet, donc on est preneur. Et en fait, là, maintenant, on est justement en train d'avoir... Enfin, notre modèle économique est très lié à la diffusion dans les collèges pour ce support. C'est vachement bien. C'est super, c'est super. Là, à la fois, c'est malin, ça vous fait ce qu'on appelle dans le business un océan bleu. Vous êtes un peu tout seul là-dessus et c'est bon. Et ça remplit la mission du magazine. Donc ça, c'est un super truc dans lequel elle est à fond, quoi. Et tu parlais du ministère de l'Éducation nationale. Effectivement, pour eux, aujourd'hui, là, ce qu'on développe avec Chute Explore, ça fait vraiment écho à ce que veut faire le gouvernement aussi, en termes de citoyenneté numérique. Ils prennent beaucoup la parole là-dessus. Donc c'est des super supports. Donc là, par exemple, tout le département, la région Occitanie nous a commandé des abonnements pour tout le département Hérault. À tous les collèges et lycées sont abonnés à Chute Magazine et Chute Explore. Et l'idée, c'est d'aller vers ça de plus en plus. C'est cool, bravo. Merci. Donc évidemment sans pub, sans brand content. Alors pour le coup, là vous êtes vraiment sur un truc totalement différent qui pour le moment est rentable, ou vous êtes toujours sur le financement du crowdfunding? Alors il est rentable, plus que Chute Magazine en fait. Chute Explore, c'est encore une fois peut-être parce que là pour le coup, comme je disais, qu'on a une ligne éditoriale qui amène de la pédagogie. Là on est vraiment là-dedans encore plus. Encore plus dans ce que vous vouliez être presque au départ. C'est ça. Et comme effectivement, il y a un vrai besoin, il y a une vraie demande de support là-dessus, ça prend très bien. Pour l'instant, ça prend très bien. Donc, on est hyper content et contente. Et effectivement, zéro pub.
c'est l'objectif de ce magazine, c'est qu'il y a pas du tout de pub. De toute façon, il est assez court. Oui, il est assez court. Il y aurait pas la place. Non, c'est clair. Et puis, on veut pas faire de la pub pour les ados. C'est pas possible. C'est compliqué. Donc, c'est un sujet, mais c'est compliqué. On a quand même eu un partenaire. On a La Poste en fait qui nous a soutenu pour le lancement de ce premier, du magazine qui a cru en notre projet et qui nous a soutenu. Donc c'est le partenaire de lancement. Et en fait, après, le modèle économique, c'est aussi lié aux événements qu'on réalise. On a un programme événementiel en fait à Paris et dans toute la France où on fait des grandes journées d'éducation au numérique avec des ateliers, des conférences. A priori, il n'y a pas trop de casques de réalité virtuelle sur ce genre d'événement. C'est plutôt des ateliers de code débranché, des ateliers, on a par exemple, on va faire un premier événement là dans ce cadre-là. On a un atelier rap avec la CNIL. On a on va parler de body positive dans les conférences, ce genre de choses. Mais qu'on soit clair, vous n'êtes pas contre le numérique. Hein. Tu dis il y a pas de casque virtuel. Non, pas du tout. C'était peut-être évident, mais je préfère le dire. C'est vous êtes très enthousiaste quand même sur le numérique, sur plein de choses, etc. Quoi. C'est juste bien le comprendre les impacts, etc. Quoi. On n'est pas juste pour une lutte à la déconnexion et en faire le moins possible. Pas du tout. De toute façon, c'est pas possible. Déjà. Ça, tu veux bien le dire. Ce n'est juste pas possible. Voilà, c'est ça. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut prendre le pouvoir avec les technologies et ne pas laisser justement quelques-uns nous dicter leurs règles. Ça peut être, on peut penser aux GAFAM par exemple. Peut-être que finalement, c'est à nous aussi à se réapproprier ces outils et à les penser autrement, avec plus d'éthique, avec plus de responsabilité. Enfin, c'est ça en fait qu'on veut amener à notre échelle à nous, mais de se dire que à nous de se les approprier et de les penser comme on le veut, plutôt que de se laisser imposer des modèles. Ouais, subir, pas comprendre. Voilà. Etc. C'est surtout comprendre, éduquer, comprendre et être un peu plus mature. Et donc, ça veut dire aussi, à des moments, ne pas les utiliser. C'est ça aussi. Donc, non, on aime bien dire qu'il y a, on est ni pour ni contre. C'est compliqué aujourd'hui d'avoir ce genre de positionnement quand on est dans une société où il y a toujours des débats très polarisés, très, très, très clivés. Nous, on dit, il s'agit pas de prendre parti, il s'agit pas de dire que c'est génial ou que c'est la catastrophe. Parce que ça n'apporte rien, ce discours-là. L'idée, c'est de voir ce qu'il y a de positif et de négatif et de réinventer les choses et peut-être d'amener. Encore une fois, c'est des mots très galvaudés parce qu'on les utilise beaucoup comme inclusion, mais de l'éthique, c'est super important. Si on pense pas à l'éthique tout de suite quand on conçoit ces outils-là, après, il est trop tard. Ouais, c'est marrant d'en parler ce matin. On a un média où on se rassemble chez Cosa Vostra avec des passionnés de médias et on parlait ça, Lila, que si tu mets pas de l'éthique dans le design de tes algorithmes au tout départ, c'est fini. C'est trop compliqué. C'est le problème des Facebook, etc. Les algorithmes n'ont pas été designés avec de l'éthique. Et or c'est possible de le faire pour éviter des biais. Donc faut le penser très tôt en amont. Faut le penser tout de suite, c'est ça. C'est comme l'éco-conception, c'est éthique by design. By design, exactement. Ou inclusion by design. Enfin, c'est des choses, il faut les penser en même temps que tu conçois. Parce que le problème, c'est aussi que ça se développe tellement vite que sinon, tu maîtrises absolument rien. Ouais, c'est clair. Sur le contenu, c'est la même rédaction entre Chute et Chute Explore? Oui, après, on a des journalistes de Chute Magazine qui sont plus spécialisés sur les contenus, justement, éducation aux médias. D'accord. Donc, qui vont être davantage impliqués dans la rédaction de Chute Explore. Mais c'est pas des rédactions séparées, quoi. Ça, tout ce monde travaille un petit peu selon ses appétences, ses expertises, etc. Ouais, c'est la même directrice artistique aussi. Ouais. Mais oui. Un numéro à venir sur l'IA, j'imagine? Oui. Tu vois le pour, contre, etc. Pour les ados, ça va être assez intéressant, quoi. Là, le premier, on l'a fait sur une thématique assez large, c'est la vie connectée. On l'a appelé la vie en Reel parce que Reel, c'est ce format Instagram qui fait un jeu de mots avec réel, voilà. Et justement, on a tendance à opposer un peu les deux mondes, le monde virtuel, le monde réel, comme si c'était deux mondes opposés et que l'écran était au milieu, alors qu'en réalité, c'est
c'est pas tout à fait ça. Le monde numérique, le monde en ligne est plutôt dans une forme de continuité avec ce qui se passe dans la vie réelle, entre guillemets, et que ça n'a pas moins d'impact. Le cyberharcèlement n'est pas moins grave parce qu'il serait en ligne, et inversement, tu peux faire des choses extraordinaires en ligne. Enfin, tu vois, donc l'idée, c'était un petit peu de déconstruire les clichés autour de la vie connectée. Le deuxième numéro, qu'on est en train de produire en ce moment, qui va bientôt sortir, ça sera sur l'écologie, la pollution numérique. Parce qu'il y a beaucoup de greenwashing autour de ça. On commence à en parler un peu, mais les médias ont beaucoup parlé plutôt au départ de la pollution. Je voudrais parler mail, etc. Alors que la pollution numérique est quand même vraiment très liée aux équipements. La fabrication des téléphones portables, et donc la meilleure manière... Leur recyclage ou leur non-recyclage. C'est ça, et donc l'éco-geste numéro 1, c'est plutôt de garder son téléphone le plus longtemps possible, son ordinateur. Bref, et c'est des sujets qui, pour nous, hyper importants d'amener justement auprès d'un jeune public. Et puis après, on a un autre numéro qui parlera des filles et de la tech. D'accord. Justement, je disais qu'on a un numéro prévu sur les femmes et la tech dans Chute Magazine, et il sortira au même moment que celui pour les filles et la tech avec Chute Explore. Ils vont se répondre un peu l'un l'autre. C'est ça. C'est top. Donc là, ça, c'est les prochains numéros. Est-ce qu'il y a des projets futurs parce que là, vous faites de l'événement, du podcast, de la radio, des magazines pour les jeunes. Est-ce qu'il y a d'autres grands projets que vous avez, des rêves peut-être? Écoute... que là, vous ne devez déjà pas vous ennuyer, à mon avis. Alors, oui, là, tout de suite, tu vois, je vais avoir du mal à... Il y a toujours des choses qu'on a envie de faire. Mais déjà, Chute Explore, c'est une grande aventure. Ouais, vous êtes encore au tout début. C'est le numéro 1 qui est sorti. Ouais, c'est ça. Il est sorti avant l'été. Ouais. Donc là, le numéro 2, c'est un bimestriel. Donc, pour l'instant, il sort tous les 2 mois, mais pas pendant les grandes vacances, donc ça fait environ 6 numéros par an. Ouais. Et l'idée, si ça marche, si ça continue de bien marcher, c'est qu'on en fasse un mensuel. Donc déjà, ça serait un autre palier. Ouais. Faire des hors-séries avec Chute Magazine aussi, c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire et qu'on n'a pas encore fait, mais voilà, ça fait partie de nos projets. Pour l'année 2024, pareil, si on arrive à bien consolider tout ça, c'est déjà beaucoup. Tu seras contente. C'est déjà vraiment. Ouais. Après, oui, on a encore un autre projet dans les cartons, mais bon, c'est encore un peu tôt pour en parler. Mais tu reviendras en parler. De formation et d'acculturation numérique, qui sont déjà ce qu'on fait avec Chute Magazine et qu'on pourrait amener encore plus. De manière un peu plus formalisée, formation. Voilà. On suivra ça. La dernière question, qui est un peu le gimmick de l'émission, est-ce que tu as un truc cool à nous partager? Est-ce que j'ai un truc cool à partager? Ça peut être un film que tu as vu, un livre que tu as lu, un beau truc, je sais pas, ou un reportage que tu as vu, une série. Tu vois, j'essaie de te donner plein d'idées pour te laisser. te donner le temps de réfléchir, ou une expo que tu as pu voir récemment qui t'a marqué. Eh ben écoute, j'ai eu la joie de lire cet été, et c'était quand même bien agréable de pouvoir lire autant. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pu avoir autant de moments de lecture, donc ça c'était vraiment agréable. Et j'ai adoré un livre sur l'échec, et ça me fait penser à un de tes podcasts que j'ai écouté là justement sur l'échec. Sur le dranche avec Florent. Mais c'est marrant, j'ai failli en parler parce qu'il était aussi lui très distribué dans les écoles, les lycées, etc. Et c'était un vrai beau succès d'estime, malheureusement. Mais c'est intéressant d'avoir. Donc pardon, je te laisse sur l'échec. Non, voilà, l'échec. Ouais, un livre de comment il s'appelle, Charles Pépin. Les vertus de l'échec. Vertus de l'échec. Les vertus de l'échec. C'est ça. Exactement. Et j'ai adoré ce livre, donc petit livre de philosophie, qui m'a fait voir l'échec. Alors l'échec vraiment autrement, parce que c'est vrai que on en parle maintenant plus. L'échec, c'est un mot lourd, très très lourd. On a l'impression que c'est vraiment la fin de quelque chose, et on sait, en France, la culture, enfin, on parle pas d'échec, c'est quelque chose qui était caché, contrairement un peu aux États-Unis. Aux États-Unis, on montre plus valorisé. Exactement. Et il en parle très bien en convoquant des philosophes sur le sujet. Et ça amène beaucoup de joie, de légèreté dans ce monde où on a peur de l'échec. Enfin, c'est vraiment quand on entreprend, on peut pas envisager l'échec.
Tu vois, c'est quelque chose qui est pas acceptable en fait. Sinon, tu t'avances pas. Voilà. Oui, on voudrait nous faire croire que tu dois être, à chaque fois entièrement persuadé qu'il peut pas y avoir d'échec. Ouais. Alors que ça arrive. Alors qu'en fait, il y a plein de petits échecs tout le temps. Ce mot échec d'ailleurs, encore une fois, il est lourd, mais c'est pas ça. Enfin, c'est une question d'apprentissage. Maintenant, on le présente aussi comme ça, mais en fait, il y a pas de réussite ou d'échec à proprement parler, parce que quand tu entreprends, t'es toujours en train de tester des choses. Et puis, il se trouve qu'il y en a une qui marche, l'autre elle marche pas, donc et puis tu changes, et puis t'apprends, etc. T'es tout le temps en train d'apprendre. Donc, t'es tout le temps en train d'échouer et de réussir en permanence, finalement. Et bref, non, mais je conseille ce livre. Les vertus de l'échec de Charles Pépin. Ouais. Et c'est vrai que c'est important. Et ça me fait penser à cette citation de Churchill. Hein, le succès, c'est d'aller d'échec en échec tout en gardant son enthousiasme. Parce qu'en fait, c'est quand même, tu l'as dit, hein, la vie d'un entrepreneur, c'est quand même parsemé d'échecs. Il faut savoir rebondir. C'est ça. Merci beaucoup, Sophie. Eh bien, avec plaisir. Merci à toi. C'était très intéressant. Donc, Chute Magazine, Chute Explore, Chute.media. On peut te retrouver sur LinkedIn. Oui. Principalement, si on veut te contacter. Et puis, n'hésitez pas à aller vous abonner, acheter la collection des anciens numéros de Chute. Et puis, on essaiera de suivre les futurs projets. C'était hyper intéressant de t'avoir. Merci encore une fois. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.